tout le monde. Alors, bon après-midi plutôt. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour évoquer en fait un thème, une ressource qui est parmi les plus vitales en fait, élémentaires à la vie sur cette planète, à savoir l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. On peut vivre sans énergie, on ne peut pas vivre sans eau. Donc, il est clair que ce sont des questions, d'où l'attribut souverain sur cette ressource, parce qu'il s'agit effectivement d'une question de vie ou de mort, et dès que, tout comme la sécurité, on bascule tout de suite sur une dimension souveraine de l'accès à l'eau. Et donc, alors au passage, je tenais rien qu'à vous présenter en fait le Mordam, hein, une application que vous avez sur smartphone, qui nous donne un petit peu le volume des retenues des barrages au niveau national. On est à 24%, donc seconde année consécutive de sécheresse. Donc on voit maintenant, on va voir pendant ce panel quelles sont les stratégies qui sont à ce moment-là, qui ont été pensées il y a longtemps, et de quelle manière est-ce qu'elles sont mises en œuvre. Donc on va voir aussi pas mal d'autres thématiques sur la géopolitique de l'eau également, et comment elle déclenche les guerres, comme on le voit d'histoire récente. Donc j'ai le plaisir de vous présenter en fait le panel. On va faire le tour. Je commence par Patrice à ma gauche, qui a bien entendu une expérience très longue liée à l'environnement, notamment dans le groupe Veolia. Vous avez chapeauté en fait la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde, ce qui n'est pas rien, hein. Je pense qu'en matière de services de l'eau, ça doit être parmi les plus gros marchés mondiaux, notamment le Moyen-Orient. Et bien entendu, vous avez l'expérience à la fois dans des grands groupes français comme Bouygues et Matra, en passant par l'AFD et le MEDEF. Donc, je m'arrête là pour présenter Karim Halal. So, Karim, he's from Egypt, an Egyptian national, and he will be, along with Antoine, our banker, in the panel, because water requires a lot of investments, and he comes from the private side and has an extended experience in banking since 1972, and that he complemented with venture capital and also deep tech venture capital and investments firms. So that's equity investments firms. So that's the background from Karim from Egypt. Welcome to Morocco. Marhaba bikoum. À sa gauche, on a Marc Tessier d'Orfeuille qui, à ce moment-là, est spécialisé dans les affaires publiques, en fait, les cabinets d'affaires publiques, et de quelle manière, en fait, on fait passer des stratégies qui relèvent du public, des politiques publiques, vers le secteur privé, la gouvernance, et j'en passe. Et je pense que Marc a beaucoup d'expérience, surtout dans ce qui est maintenant la règle sur pas mal de projets, le partenariat public-privé. Et bien entendu, pour préparer le terrain, il y a des clubs partout, au Maroc, en France, en Afrique, qu'il a contribué à animer pour s'assurer que cette formule pourra nous accompagner pendant le débat, et bien sûr sur des investissements significatifs en matière d'eau. Alors, nous avons le directeur de l'hydraulique du Royaume qui est avec nous. Merci encore. Alors, vous avez fait, Sadout, vous avez fait votre carrière à l'hydraulique. Donc, c'est un grand privilège de vous avoir parmi nous. Et parce que justement, vous avez c'est plus de 32 ans de carrière qui vont nous éclairer un petit peu sur ce qui avait été préparé et de quelle manière cela va être mis en œuvre. Et on va commencer par vous, quand j'aurai terminé, par la présentation, si vous le permettez, de Antoine Salé-Dechou, qui lui représente donc la BERD au Maroc, la Banque européenne de reconstruction et développement. Et donc, vous étiez au bureau à Tunis, chef du bureau de Tunis. Vous étiez aussi conseiller de la BERD, et vous étiez aussi actif entre Londres, enfin sur un cabinet de Londres spécialisé sur la Russie. Donc il y a aussi pas mal d'expérience là-bas, en passant bien entendu par le ministère français du Trésor. Donc on attend
de vous maintenant un retour sur justement quelle est la situation actuelle au niveau de la souveraineté, en fait au niveau des stratégies pour asseoir, pour sécuriser en fait un accès à l'eau sur, si on prend le cas du territoire national. Je vais vous demander, Ibn Sadout, de nous décrire un petit peu, très brièvement si vous le permettez, comment on est arrivé là, et ensuite on va pouvoir débattre les pistes de sortie. Merci, Si Ibn Hammo. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les organisateurs pour le choix de cette thématique. Et je les remercie de nous avoir invités pour partager avec vous ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère dans le domaine de l'eau actuellement. Comme vous le savez, la problématique de l'eau au Maroc n'est pas nouvelle, étant donné que depuis notre pays est soumis à un climat aride et semi-aride, donc caractérisé par une variabilité de la disponibilité de l'eau dans le temps et dans l'espace, et ce qui a amené notre pays, sous la conduite éclairée de feu Sa Majesté Hassan II, à mettre en place une politique de gestion intégrée des ressources en eau basée sur la construction des barrages. Et justement, pour les gens qui sont âgés comme moi, on se rappelle que l'objectif était de construire des barrages pour atteindre une superficie d'1 million d'hectares à l'horizon 2000. Et donc, cette politique des barrages nous a permis jusqu'à présent de traverser les périodes de sécheresse les plus aiguës et d'assurer une alimentation en eau potable et aussi une alimentation en irrigation et de l'eau industrielle. Maintenant, cette année, nous sommes en train de vivre la 6e année d'affilée sèche, dans certains bassins, la 7e année. Et donc, avec le discours de Sa Majesté, tout un programme sur lequel nous travaillons actuellement et on pourra revenir sur les détails. Bien entendu. Oui. Et je m'excuse. Alors, dans le conventionnel toujours, est-ce que vous pouvez aussi nous décrire le SEBU, finalement, les stratégies de transvasement de bassin? Alors, justement, le discours de Sa Majesté du 14 octobre 2022 a mis l'accent sur la nécessité d'interconnecter les bassins hydrauliques. Et donc nous avons lancé en décembre 2022 un méga projet pour interconnecter le bassin du Sbou au bassin du Bourgrec dans l'objectif de sécuriser l'alimentation en eau potable de l'axe Rabat-Casa. Et il faut rappeler que ce projet consiste à dévier ou à transférer l'excédent d'eau qui est généralement perdu en mer. Je rappelle juste pour l'année 2022 était l'année la plus sèche au Maroc depuis l'histoire, depuis 1945. On dispose de la série hydrologique depuis 1945, c'était l'année la plus sèche. On a perdu au niveau du Sebou 500 millions de mètres cubes à la mer. Donc sur ces 500, on va pouvoir maintenant dévier quelques 400 à 450 millions sur le barrage Sidi Mohamed Abdallah qui alimente l'axe Rabat-Casa. Tout en protégeant le bassin du Sebou, j'imagine. Tout en protégeant le bassin du Sebou. Et je rappelle juste que ce projet a été financé un financement purement marocain avec des entreprises marocaines, une expertise marocaine et des bureaux de contrôle marocains. Merci beaucoup. Alors là, on voit un pays qui réagit dans l'urgence avec des stratégies qui avaient été mises en place depuis 1967. Donc on voit finalement le point culminant finalement de ces stratégies-là. Je pense que aussi le million d'hectares a été atteint avant la date prévue. Donc et on sait que notre principale économie au Maroc, c'est l'agriculture, de loin. Et ça a une dimension, encore une fois, sécuritaire, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas aussi de sécurité alimentaire. Et on sait très bien que nous avons un équilibre de sécurité alimentaire sur la base de nos exports de production, qui sont fortement consommatrices d'eau, pour pouvoir couvrir nos importations de blé. Donc on voit que c'est un écosystème dans lequel finalement on est obligé d'investir dans ces cultures et bien entendu de les maintenir dans des bassins qui ont subi des
des pertes, des réductions de volume significatives. Je pense que le Messira, le deuxième barrage du Maroc, il est à 2-3%. Il est à 2-3%, effectivement. On ne dépasse pas les 50 millions de mètres cubes. On continue à l'alimenter à partir de 2008 pour qu'on puisse assurer l'approvisionnement des villes Jdida, Safi, Stat, Barchid et aussi le sud de Casa. Très bien. Donc, en fait, je pense que nous sommes dans une situation assez particulière au niveau national. C'est qu'il y a eu une vision, une stratégie qui a été mise en place très tôt. Et on a très peu de on n'a pratiquement aucun bassin versant qu'on partage avec d'autres pays. Et donc, ceci n'est pas nécessairement le cas dans le reste de l'Afrique. Et comme notre panel est dédié finalement aux questions de souveraineté et de sécurité. Alors on a mentionné dans la discussion de tout à l'heure qu'il y avait des projets en Afrique et ailleurs qui étaient financés des fois par des organismes. Donc là, je me réfère à la finance internationale qui finance par exemple en Turquie des barrages dont l'Irak par exemple va en souffrir par rapport aux sources de revenus. Et aux sources d'approvisionnement d'eau potable, parce qu'il y a la pression de la Turquie, et il y a la pression aussi de l'Iran. Donc on met l'Irak dans des situations critiques. Et là, on voit aussi le danger quand il y a un vide de gouvernance qui est rapidement exploité, malheureusement. Et on a vu aussi dans le cas de... Alors on prend le cas de l'Égypte. L'Égypte, en fait, on a bien vu le financement du barrage d'Assouan n'était pas accordé par la Banque mondiale. Ça a mené à une guerre, c'était la guerre de Suez, parce que l'État égyptien avait légalement acheté les actions de la société de Suez. Et donc il y avait une invasion qui s'est soldée par un échec retentissant, dont nous souffrons des conséquences, parce qu'il y avait des secrets nucléaires qui avaient été donnés en échange. Donc c'est un autre débat, mais c'est rien que vous dire comment finalement l'eau et le développement sont liés. L'Égypte était inondée régulièrement par les crues du Nil, et maintenant l'Égypte, elle est encore une fois exposée par un autre barrage Renaissance, donc en Éthiopie, qui à ce moment-là menace les taux et les droits en fait de l'Égypte sur le Nil, qui ont été configurés à une époque particulière. Donc j'aimerais avoir vos deux avis, si ça ne vous dérange pas. Un, le financement et pourquoi, comment ça marche? Est-ce que les institutions multilatérales ont des règles déontologiques ou c'est en fonction de la tête du client? Et Mr. Karim, I'd like you to tell us a little bit about the problematic of, and I'll start with you on the problematic of the dam, the Grand Renaissance Dam, and what you've, as an Egyptian and Aswan, whole story. What do you have to say about water sovereignty in the 50s and water sovereignty in 2023 as an Egyptian? Very interesting. You go back in history. Aswan, I lived through that. I was still young, but I was part of that period. It is a bit different. The Aswan Dam, the conflict that happened was really political more than anything. Aswan Dam was the result of, it's called the High Dam actually, because there is already an Aswan Dam. Nasser, who came to power in 1952, as we know, wanted to build the High Dam, again with the same mindset that you have in Morocco, looking ahead to secure, for water security. The Americans refused to finance it. It's not the World Bank, or the Americans refused to finance it for political reasons. They didn't like Nasser, Nasser did not like them. So basically what he did was he switched camps and went to the Russians and got the dam built with Russian technology, Russian finance, and whatnot. So it was really a political agenda more than anything. This time, with the Renaissance, it is much more complicated because it touches upon what you mentioned earlier, sovereignty. And
it brings up I mean, it is still unresolved, as you all know. It's still quite complicated. Egypt is embroiled in this conflict with Ethiopia and Sudan. It agreements which may or may not hold valid. I honestly don't know. Ethiopia are claiming their legitimate right to have access to the water source and to use that dam to generate electricity and power to develop their country. So you can kind of say it's a conflict between two rights. I hope it gets resolved peacefully, amicably, and equitably. The key thing, it has to be equitable for all parties. Because let's not forget, since the beginning of time, man has gone to war over sources of water. And we don't really want to be in that position again. And here I recall what our late president Sadat said after the October War. He said, this may be the last war we fight against Israel, but the next war, if there is one, is going to be about water. He said that 30 years ago. So it's tricky. But I think, if you allow me, it makes the point that I was going to elaborate on later on, that the issue of water or water scarcity is urgent and it's an emergency. And I think it needs to be treated as such by everybody, not just the African countries. Thank you very much. I'm glad we brought up the geopolitical side of water sovereignty, because it is essentially a forum of the South, and oftentimes the South is victim of geopolitics that are played out elsewhere on its behalf. And that's why I felt it was important to start with that. Now, we are basically, you are part of an ecosystem, mechanics of making projects happen. And to make projects, to start a project, you need finance. So, je rebascule sur justement les règles multilatérales sur la finance, sur des projets liés à l'eau. Comment est-ce que, bon, on a vu le contexte politique pour l'Égypte. Déjà, double contexte, hein. C'est un contexte par rapport à la gouvernance égyptienne de Gamal Abdel Nasser, et à la fois maintenant des enjeux d'Égypte, des droits historiques donc, qui sont à évaluer par rapport à l'Éthiopie, qui a une grande partie de sa population qui n'a pas accès à l'électricité, qui a un grand programme de développement et qui a dû recourir à une dette souveraine, c'est-à-dire qu'ils ont levé les fonds eux-mêmes sans aucun appui multilatéral. Donc comment ça fonctionne quand on veut financer un projet? Est-ce qu'il y a une règle? Donc, une institution multilatérale, et c'est un point important pour la discussion, on est une institution qui a 72 actionnaires, dont tous les pays dans lesquels on opère. C'est-à-dire que le Maroc est actionnaire, et d'ailleurs actionnaire fondateur, Sa Majesté Feu Hassan II, avant même que le Maroc soit bénéficiaire des financements de la BIRD, voulait faire partie du projet. Et ce que vous mettez en exergue, c'est vrai que ça... On voit ici la tension qu'il y a entre l'idée de souveraineté, comment un pays peut s'assurer qu'il a le contrôle sur une ressource stable et en eau pour ses citoyens, pour ses entreprises, pour ses agriculteurs, et l'idée de l'eau comme bien commun, qui est maintenant, je pense, vraiment la façon dont on le voit. Et on sait qu'en effet, on peut donner l'exemple de l'Égypte, 90% des besoins en eau de l'Égypte viennent du Nil, mais le Nil traverse une dizaine d'autres pays. On a des grands aquifères dans le continent africain qui sont partagés par de grands pays.
Et alors, je vais prendre l'exemple d'un projet sur lequel le BIRD a travaillé, pour répondre à votre question sur la façon dont les institutions multilatérales réfléchissent à ce genre de questions. Donc en Tunisie, nous avons financé la réhabilitation des forages profonds dans le sud tunisien, dans les oasis du sud, cofinancé avec la Banque africaine de développement. Donc vous avez 2 bailleurs et donc, qui doivent réfléchir de façon parallèle à ces sujets. Et cette nappe, c'est une nappe qui est partagée entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Et donc on savait qu'en réhabilitant cette infrastructure, on allait augmenter le débit des pompes, on allait réduire les pertes, mais on sait qu'on allait augmenter le débit. Et donc il a fallu vraiment prendre en compte cette problématique régionale. C'est quelque chose, les banques multilatérales regardent toujours très attentivement. On a des règles environnementales et sociales très claires à cet égard, et de toute façon, un pays qui est actionnaire de la BIRD, s'il est concerné par ce projet, peut toujours s'opposer au projet au conseil d'administration. Mais ce sujet de la finance multilatérale aussi, ça pose la question, quand on dit souveraineté sur l'eau, c'est aussi, est-ce qu'en tant que pays, je fais tout moi-même et je finance tout moi-même avec mes banques locales, ou est-ce que je fais appel à des financements internationaux? Et ici, financements internationaux, j'ai le choix, financements bilatéraux ou des financements d'institutions de développement multilatérales. Ici, j'ai envie de dire que, de facto, bien sûr, tout est politique. Les multilatéraux sont politiques, mais les échanges bilatéraux sont en général encore plus chargés politiquement. Donc, quand vous avez affaire à une institution multilatérale de développement, les intérêts politiques des actionnaires sont dilués dans la fragmentation de cet actionnariat. Donc, voilà, je pense que vous avez quand même un gage d'un certain level playing field quand vous avez affaire à une institution multilatérale pour le financement de ce genre de projet. Merci. Alors, je voudrais m'adresser à Marc par rapport à l'architecture finalement des partenariats publics-privés. Donc voilà, je m'assure un financement donc multilatéral ou bilatéral. Je veux exécuter un projet en matière d'accès à l'eau. Quelles sont finalement les considérations à prendre en question sur le type de partenariat à entreprendre au niveau comment dirais-je, awareness, au niveau des autorités, au niveau des acteurs? Quels sont finalement les éléments de base qu'il faut développer avant de mettre en place un projet? Ensuite, on va voir de quelle manière il peut être exécuté. Il y a souvent la rencontre entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Donc soit on a ses propres régies de l'eau, c'est la personne publique qui les porte, mais pour ne prendre que le développement qui va se passer dans le Maroc dans les années qui viennent au travers de vos va investir dans ces usines pour en effet permettre d'avoir la garantie avec les bailleurs de fonds d'un prix de l'eau qui sera sans aucun doute négocié et qui pourra être revu au fur et à mesure du temps et qui sur la durée, 25 ou 30 ans, permettront de savoir qu'on va pouvoir amortir cet investissement. Donc l'argent privé est indispensable. Alors, il y a d'autres modes, tu pourras revenir dessus Patrice, c'est l'affermage, mais aujourd'hui en effet les partenariats publics-privés ont été choisis par votre gouvernement comme un accélérateur de ces besoins et juste avec un peu de recul, vous l'avez très très bien dit, on s'aperçoit que vous avez un souverain, et vous aviez un souverain qui était extrêmement visionnaire, mais l'idée que je me fais aujourd'hui, même pour un souverain, c'est difficile d'être visionnaire à plus de 50 ans. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec les 120 barrages. Vous avez très très bien développé le Maroc vert avec cette eau. Et puis vous l'avez dit ça fait maintenant 7 ans, qu'il y a en effet des sécheresses les unes après les autres et une diminution des nappes et surtout de la quantité d'eau disponible dans ces barrages. Qui l'aurait cru ou pensé il y a 50 ans, personne ne peut le reprocher. Il a assuré
la vie du Maroc pendant une cinquantaine d'années. Il faut repenser différemment. La preuve, le réchauffement climatique est quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc j'ai l'intime conviction que l'accélération de ces usines de dessalement est essentielle. On en reparlait d'ailleurs en préparant tout à l'heure. Aujourd'hui, en Afrique, 80% de la population va vers les villes et les villes sont près de la mer. Donc dessaler de l'eau parce que les populations sont à côté des villes près de la mer n'est pas une absurdité. Ou alors maîtriser l'eau des fleuves pour essayer en effet, plutôt qu'elle parte en exutoire au milieu de l'eau, de récupérer ce que vous faites 80% de l'eau dans des barrages. Ça me semble aujourd'hui des solutions extrêmement intéressantes. Et pour terminer sur les PPP, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup de manière intuitive, depuis hier on a beaucoup eu de conférences sur l'énergie, quasiment 1 ou 2 par jour. Beaucoup, vous allez aussi partir vers l'hydrogène. Mais pour l'hydrogène, il faut de l'eau. Et quand on n'a pas d'eau, il faut de l'eau dessalée. Et donc, très certainement, on aura des usines de production d'hydrogène pas loin des usines de dessalement. L'eau que l'on va dessaler risque d'être plus chère que l'eau d'aujourd'hui. Par contre, peut-être que grâce à l'hydrogène, et si on met l'une à côté de l'autre, à Darla demain, à Casa après-demain, eh bien, l'hydrogène permettra d'avoir des revenus et du financement et des recettes annexes complémentaires qui vont rassurer les bailleurs de fonds pour diminuer le prix de l'eau. Donc pour moi, l'hydrogène et l'eau, notamment dans les pays du Sud et qui ont beaucoup de soleil, vont vivre ensemble. Alors c'est effectivement la raison pour laquelle la feuille de route d'hydrogène vert national est basée à 100% sur du dessalement. Et en fait, l'élément fondamental dans l'hydrogène vert, c'est qu'il vous faut 1000 fois plus d'électricité pour électrolyser une eau dessalée en hydrogène que de la dessaler. Donc vous imaginez la quantité d'électricité qu'il vous faut pour faire l'électrolyse, pour l'hydrogène vert, et 1/1000 de cette énergie, c'est ce que vous avez utilisé pour dessaler. Ça veut dire qu'en fait les opérateurs d'hydrogène vert vont se transformer très facilement en opérateurs de production d'eau dessalée. Et il y a pas mal de modèles, et je parle sous votre contrôle, différents modèles de dessalement qui ont été mis en place. Alors, on va ensuite discuter des modèles au niveau international. D'ailleurs, je voudrais commencer, si vous le permettez, des modèles de dessalement international. Les unités, par exemple, de Veolia. Vous avez, j'imagine, du recul par rapport à ces unités, différents pays. Comment est-ce que finalement ces schémas de partenariat public-privé ont évolué? Quelle a été la courbe d'apprentissage par rapport à une entreprise comme celle que vous dirigiez au niveau multicontinental? Bien, écoutez, merci d'abord à l'Institut Amadeus d'avoir remis l'eau, je dirais, en tête de l'agenda et d'avoir organisé en fait cette conférence. Et puis d'abord, je voudrais quand même préciser, j'ai quitté Veolia il y a 4 ans maintenant, mais j'en ai été le patron pour l'Afrique et le Moyen-Orient pendant une quinzaine d'années. J'ai passé 25 ans dans ce secteur. Et en particulier, certains Marocains, certaines personnalités que je reconnais ici me connaissent, puisque Veolia était, et toujours d'ailleurs aujourd'hui encore, l'actionnaire principal des sociétés comme Amendis ou Laredal ou Amanor et encore quelques autres. Donc des gens qui sont aujourd'hui les concessionnaires de services publics par délégation sur les secteurs de l'eau. Et au Maroc, on ne dissocie pas l'eau de l'assainissement, des grands travaux d'assainissement et de la distribution d'électricité, ce qui à mon avis est une excellente solution. Pour revenir sur la question très technique que vous me posez, je ne la néglige pas. D'abord, je suis un financier, je ne suis pas un ingénieur. Je pense que la technique, pour moi, pour être très clair, elle n'est pas particulièrement intéressante parce qu'elle s'achète, parce qu'elle évolue, parce que dans toutes les grandes entreprises, mais y compris aussi dans les grandes universités, y compris au Maroc, vous avez des laboratoires de recherche et développement qui travaillent de manière extrêmement efficace sur l'amélioration des techniques. Le dessalement a vu son coût unitaire diminuer par quasiment 4 en moins de 15 ans aujourd'hui. Donc ça devient quelque chose qui est quasiment aussi accessible qu'une eau, je dirais, de surface, avec quand même quelques inconvénients qui sont ceux de ce qu'on appelle le rejet des saumures, puisque le dessalement, c'est pas comme son nom l'indique, on prend de l'eau salée, on enlève le sel, on rejette ce qui s'appelle des saumures, pour le faire très, très bref. Bon, vous avez 2 technologies pour répondre directement à votre question précisément, celle de la distillation et celle de l'osmose inverse. La distillation, ils la pratiquent, les hommes, les femmes et les hommes la pratiquent depuis l'Antiquité, donc il n'y a rien de neuf. Elle a été sophistiquée de manière évidemment plus adaptée au volume qui aujourd'hui sont à desservir. L'osmose inverse, c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout beaucoup plus énergivore.
Je vais peut-être revenir un peu me semble-t-il, si vous me le permettez, sur l'intérêt des PPP. Quand on parle de partenariat public-privé, qui est un terme générique, ce n'est pas un terme légal, ça n'est pas un terme juridique, ça n'est pas un terme contractuel. Je voudrais bien qu'on ait ça en tête. Les PPP, c'est la façon dont le secteur public et les entreprises privées se rencontrent pour réaliser un objectif en commun, sachant que c'est bien le secteur public qui définit l'objet à réaliser et le secteur privé est là pour l'exécuter, pour le mettre en œuvre au mieux et à un coût évidemment arrêté. Les PPP, ce sont des grands contrats de concession, comme ceux que j'ai cités au Maroc, il y en a eu d'autres aussi. Ce sont aussi des contrats d'affermage, des contrats dans lesquels l'opérateur privé ne fait quasiment aucun investissement, mais optimise au mieux les investissements qui sont faits par la puissance publique. C'est un PPP quand même. Vous avez aussi en Arabie Saoudite, ça a été lancé il y a maintenant un certain temps, puisque le premier contrat de ce type-là a été organisé à Riyad, il y a maintenant pratiquement une quinzaine d'années. Il avait été gagné d'ailleurs par Veolia. C'est un contrat dit de performance. Et là, vous êtes rémunéré sur tout un ensemble de KPIs, de performance technique, mais aussi sociale et sociétale. Et donc, vous avez ce qu'on appellerait un fixed fee, un fee qui est très basique. Et puis ensuite, vous réalisez effectivement la performance et on mesure avec des auditeurs indépendants cette performance qui vous donne lieu à un complément de rémunération. En fait, l'ingénierie contractuelle ne fait qu'accompagner, j'allais dire, la volonté des hommes à réaliser un objectif en commun. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que cette ingénierie contractuelle continue de se raffiner de façon très régulière au travers de ce que décrivait tout à l'heure Marc, qui est effectivement... donc du club des PPP, qui est effectivement en fait trouver les meilleures solutions aux meilleures situations, parce qu'aucune situation ne se ressemble. On ne gère pas Casa comme on gère Rabat, et on ne gère certainement pas Riyad comme on gérerait Djobour, par exemple, ou bien la Namibie. Et je prends pour terminer cet exemple, parce qu'il rejoint une forme de technique, en Namibie, il y a une chose qui a été imaginée il y a maintenant une quinzaine d'années, qui a été de prendre les eaux usées de la ville de Windhoek, de les traiter et de les réinjecter dans le système d'eau potable. Donc vous buvez de l'eau usée retraitée. Il y a évidemment de très nombreuses précautions techniques qui sont prises pour qu'aucune maladie, aucun accident n'arrive. Historiquement, aucun accident n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, la ville de Windhoek voit à peu près environ 67 à 68% de son eau potable qui provient de ces eaux usées. C'était pas une innovation parce que Singapour avait déjà commencé avant et Singapour était très en avance à ce moment-là. Juste après la station spatiale. Non, c'est très intéressant, les développements techniques. Un billet vert avec un barrage dessus, donc pour accompagner cette vision à long terme royale. Et ce qui est très intéressant, c'est que début des années 90, en montant une éolienne au Sahara, dans la région de Dakhla, j'avais dit qu'avec le vent qu'il y a, ça nous permettrait à ce moment-là de dessaler et de faire de l'agriculture durable parce qu'on utilisait des nappes fossiles. Et quelle n'a pas été ma joie de voir le billet finalement de 100 dirhams de 2014, où finalement les barrages, et ça c'est très symbolique, c'est très puissant, les barrages se substituent aux éoliennes. On a des éoliennes sur un fond désertique en disant, ben voilà, on a commencé avec les barrages, on a saturé le potentiel, maintenant c'est une nouvelle ère qui commence. Alors j'aimerais vous demander, par rapport déjà les stations de dessalement en projet sur Dakhla pour l'agriculture, le modèle d'Agadir où il y a un mix entre l'urbain, l'agriculture, la recharge aussi des nappes, donc, et l'expérience marocaine déjà passée, à Lyon, etc. Quelles sont les leçons finalement qu'on peut tirer et ce qui collègues qui concernent les formes de PPP. Effectivement, au Maroc, nous avons déjà deux lois
deux lois qui gèrent les PPP, les partenariats publics-privés. Nous avons la loi 5405, qu'on appelle communément la gestion déléguée. C'est cette loi qui régit la station d'Agadir. Et nous avons la loi PPP, la loi 8612, qui régit la station de Dakhla et la station de Kaza, qui est en cours d'adjudication actuellement. Et ces deux mécanismes qui se ressemblent un peu, malgré qu'on a constaté que pour le PPP, au sens de la loi 8612, nécessite un peu plus de temps. Et vu qu'on est dans l'urgence, maintenant, pour la station de Nador, de l'Oriental, plutôt qu'on a lancé une station de 250 millions de mètres cubes, on se rabat sur la loi de la gestion déléguée parce qu'elle permet de réagir plus rapidement. Sinon, pour nous, disons, le montage optimal pour ces stations de dessalement serait des stations mutualisées. Mutualisées pour l'agriculture et mutualisées pour l'eau potable. Parce que déjà, pour le coût d'investissement, qui est beaucoup plus compétitif. Alors, si encore on ajoute les énergies renouvelables, ça va encore baisser et ça a beaucoup baissé par rapport au passé. Si on prend entre Agadir et Dakhla, déjà le collègue a parlé tout à l'heure du prix qui est divisé par 4, on n'est pas loin, mais je suis sûr qu'avec l'avancée des nouvelles technologies et des énergies renouvelables, ça va encore baisser. L'autre exemple des stations mutualisées, c'est celle qu'on a avec l'OCP. Parce qu'avec l'OCP, le gouvernement a signé un contrat pour pouvoir approvisionner les villes de Safi et de d'El Jadida à partir respectivement de la station de Safi et de Jof el-Sfar. Et étant donné la mutualisation de la prise d'eau et aussi de la station, nous aurons un prix qui est très très intéressant pour le consommateur. Donc c'est des expansions de stations existantes, si je comprends bien. C'est des extensions de stations existantes. Pour usage industriel à l'origine. Exact, parce que l'OCP, ils ont comme objectif d'aller vers l'utilisation de zéro eau conventionnelle pour le lavage des phosphates. Et donc ils ont développé un système de développement des énergies non conventionnelles, soit par le dessalement ou par la réutilisation des eaux usées. Donc, alors juste une question pour me permettre de vous interrompre. L'OCP veut être aussi zéro émission de carbone dans son approvisionnement énergétique. Exact. Une grande partie des unités de l'OCP sont alimentées par des contrats éoliens. Est-ce que ces contrats éoliens vont s'appliquer aussi à l'extension finalement de la production de dessalement pour les villes ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la production d'énergie renouvelable, il va être aussi mutualisé. Vous avez certainement entendu parler ces derniers jours de l'autoroute électrique. C'est l'augmentation de capacité du réseau pour pouvoir injecter les énergies renouvelables dans le réseau national. Et donc c'est une énergie qui ne peut être que bénéfique pour le coût du mètre cube dessalé, soit pour l'eau potable, soit pour l'irrigation, soit pour l'industrie. Et je confirme aussi que le Maroc est en train de développer actuellement une offre Maroc pour l'hydrogène vert dans le sud. Et on est en train de voir la possibilité de mutualiser aussi avec l'eau potable. Et l'agriculture. Et l'agriculture, bien évidemment. Parce que, n'oubliez pas, je suis du secteur, donc oui. c'est comme ça que j'ai commencé, j'abandonne pas. Je suis suffisamment sensibilisé. Merci. Donc voilà, alors bien entendu, il y a aussi l'autre modèle. Alors on a des modèles intéressants parce qu'on a des modèles de production de dessalement. On a des modèles à ce moment-là d'alimentation en énergie renouvelable avec des contrats. Et là, on aura, avec l'autoroute électrique, on aura à ce moment-là un contrat pour le transfert d'énergie renouvelable sur 1300 km, il me semble, de 3 à 5 gigas, donc des capacités énormes, qui vont permettre, entre autres, au pays d'avoir accès à davantage d'eau dessalée pour un prix compétitif
pour que... Donc c'est en fait une rivière d'électrons, c'est une rivière aussi conceptuellement une rivière d'eau douce qui viendrait du sud. Donc c'est très intéressant comme développement. Alors par rapport à d'autres cas de figure, alors on sait qu'on est dans un environnement qui évolue rapidement au niveau technologique. On sait qu'on a des besoins complètement différenciés sur le continent, avec chaque pays qui a une expérience particulière. Par rapport à la vôtre, par exemple, au niveau de Veolia, qu'est-ce qui vous a marqué comme modèle de gestion, finalement, gestion déléguée de l'approvisionnement de l'eau dans différents pays? Et quelle est les leçons, finalement, que vous en tirez? Alors les modèles sont différents parce qu'ils sont propres à vraiment à chaque pays dans lequel j'ai eu à travailler. Donc fut une époque, que ce soit le Ghana ou l'Afrique du Sud, la Namibie, je vous ai donné cet exemple. Il est basé essentiellement sur un retraitement en fait, un mixte en fait d'eau usée avec un peu d'eau potable pour en refaire effectivement un circuit d'eau potable pour la capitale. Mais le cas du Gabon est tout à fait différent. Je voudrais simplement revenir sur une idée. Je voudrais essayer d'éviter qu'il y ait la diffusion d'une idée fausse, c'est de penser que ces fameuses énergies renouvelables, alternatives, deviennent évidemment le mantra de demain. Pardon de le dire, mais ce qui est formidable en Afrique, c'est qu'il y a quand même des châteaux d'eau dans différents pays. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire en fait des ressources en eau gigantesques dans certaines localisations, dans certaines forêts. Et que, alors que la Banque mondiale, fut une époque, a été extrêmement réticente à financer des grands ouvrages, les grands ouvrages hydrauliques aujourd'hui sont ceux qui représentent la plus grosse volumétrie. Si on parle véritablement, enfin en tout cas pour ceux qui connaissent le secteur, quand on parle d'éolien, quand on parle de solaire, etc., ce sont des compléments d'objets directs. Ils viennent compléter une offre, mais une offre qui de toute façon est toujours à la base d'une eau de surface, ou bien d'une eau que vous prélevez, je dirais dans les ressources aquifères. Donc il ne faut pas se mélanger, comme on dit, les pinceaux. Il y a effectivement le principal et l'accessoire. Je range quand même encore pour l'instant et le solaire et l'éolien qui progressent du point de vue technique, c'est-à-dire en rendement à l'unité, mais qui sont encore secondaires par rapport à la richesse naturelle. À beaucoup plus grand que les Trois Gorges ou Itaipú, mais il n'a jamais vu le jour. Est-ce qu'il verra déjà le jour? Donc c'est vraiment tellement gros comme investissement, ça peut être géré de manière régionale, mais on n'est pas arrivé jusqu'à présent. Il faut en parler parce que je pense que c'est une des pistes, des solutions, c'est la gestion de bassin. D'ailleurs qui a été imaginée à l'époque par Michel Rocard en France et qui a donné des progrès spectaculaires dans la façon dont les ressources en eau sont gérées dans chaque région sur la France. Ça a été de ce modèle se sont inspirés beaucoup de pays pour l'adapter et donc par exemple, je prends cet exemple-là parce que je le connais bien, c'est le fleuve Niger qui aujourd'hui fait l'objet d'une gestion concertée. Et comme on le dit souvent, l'amont dirige l'aval. Donc c'est l'amont, à partir de l'amont effectivement, de la source que proviennent la plus grande partie des problèmes. Je crois que cette gestion qui a été présentée comme une gestion où il y a une tentative de neutralité reste quand même suffisamment challenging du point de vue politique, puisque vous contrôlez l'amont, ça veut dire que vous avez la capacité de pression sur le pays voisin. J'en prends pour exemple ce qui vient de se passer il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au Niger, où effectivement il y a le pays, le Niger étant un pays complètement enclavé, n'est-ce pas? L'électricité provient d'un seul pays, vers le nord, que je ne cite pas. Ils ont décidé de fermer la lumière, juste pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. Donc ça devient un élément hautement politique. De toute façon, l'eau est un sujet qui est un sujet de priorité politique, avant tout. L'exemple remarquable du Maroc, et je ne dis pas ça parce que je suis... Alors, je m'excuse. En retour, le Niger a coupé l'eau? Non, je vous prenais un exemple sur l'électricité. Le fait d'organiser des gestions régionalisées suppose qu'effectivement vous ayez une forme, ça a été évoqué tout à l'heure du point de vue financier, qui est une forme de neutralité
de la part des gens qui décident de comment on distribue, à qui, à combien et à quel prix, et quand dans l'année. Parce que ce n'est pas la même chose d'avoir une perturbation climatique au mois de décembre ou au mois d'août, et ça dépend des pays qui sont desservis par le fleuve en question. J'ai pris le Niger, on aurait pu parler du Nil aussi. Ce sont des cheminements qui sont politiquement extrêmement complexes à monter, mais cette gestion des bassins sera sans doute l'une des solutions d'avenir pour assurer une forme de continuité. Karim, just to follow up on the Nile River, it came back. We tried to go elsewhere. We came back to one of the blood stream of the oldest civilization in the world. Do you see a way out of the current standoff between Ethiopia and Egypt and South and North Sudan over the Nile River? How do you see it unfolding? I think it will have to. What is the option? We go to war? I don't think it's on the table. Nobody wants to do that. It will have to be. There will have to be compromise from all parties, I think. And again, that compromise, which I think is inevitable, will have to take into account the needs. Not so much the sovereignty. Sovereignty is a political question, and it's a moving object. But I think what really has to be the decisive factor is the legitimate needs of each of the Nile Basin countries. And sooner or later they will come to an agreement. At least I hope so. But I would like to take this opportunity, if you don't mind, just to emphasize something that's been playing on my mind a lot. It's how urgent and it really is an emergency, this water issue. Because it's not just about having enough water to drink or to irrigate in individual countries, which is what each country is trying to do, but it is a time bomb. With the population growth, the overexploitation, the human factor, if you will, urbanization, climate change. And look at Morocco, climate change. We have half the rainfall we had when the whole strategy was elaborated. So my question to you in Egypt, with the Nile River, have you been affected by decrease of rate due to climate change, or is it coming up? I think it's coming up. When it happens, yes, then maybe that's one of the reasons we're taking such a hard stand with the Renaissance. So far we've been fortunate enough not to have really suffered from water. In fact, we're one of the better placed countries, but it is a real danger. We're talking about food security and water security, and of course they're interlinked. But there's something more than that, if I may. This could turn into a global problem because it could be political, social, humanitarian. If the continent runs out of water, runs out of food with the increased population, what do you think will happen? So you have to have an increased role of the state Yes. structure, the governance. Not only that, I'm saying it requires a global solution because, let's be honest, Europe does not want to see millions of Africans trying to cross the waters to go there because they don't have anything to eat here. So the solution really has to be global because this is potentially a global problem. Absolutely, and we obviously also confronted to migration issues as a transit country as well. So we all know how sensitive the issue of fixing populations, agricultural populations, and sustaining their livelihood is important for the security of not only our transit nations but also our neighbors. Je crois qu'on arrive à la partie où on vous donne la parole. Alors voilà, vous étiez en premier. Si c'est possible, j'attends. Il y a un micro qui va venir. Donc j'ai 3 questions ici. Donc 4. Parfait. Alors si vous voulez bien vous présenter et être aussi concis que possible pour la question pour qu'on puisse en traiter un maximum, je vous en prie. Allez-y. On pose des questions en français ou en anglais? Comme vous voulez. Ok. Levez-vous comme ça on vous voit. Comme ça. Très bien. Oui, Lamino, je représente MindEd Canada. Nous sommes une université numérique dans les métiers du futur.
On a beaucoup parlé de la question de l'eau, notamment dans le côté offre, mais on n'a pas évoqué le côté demande. Si vous pouvez toucher un mot sur la partie gestion de la demande sur le secteur agricole et également sur la partie tarification. Merci. Merci. Donc, vous voulez commencer ? Merci. Je voudrais juste revenir à 2 points qui ont été évoqués par mon ami. J'ai bien aimé sa phrase « L'amont dirige l'aval ». C'est vrai, ici au Maroc. Et nous avons décidé de couper avec ce paradigme, voire de l'inverser, dans la mesure où la stratégie maintenant, c'est d'alimenter toute la côte à partir du dessalement pour laisser finalement l'eau continentale à la montagne. Le deuxième point, il concerne aussi la gestion par bassin. C'est une expérience qui a montré son efficacité et j'en donne pour exemple l'OMVS, l'Office de mise en valeur du fleuve du Sénégal, qui a été lauréat du Grand Prix Hassan II de l'eau en 2022. Et cette institution a réussi à faire de l'eau qui est normalement un élément de conflit, un élément de développement et de prospérité pour les pays qui sont autour de ce fleuve. Alors, effectivement, la gestion de la demande est un des axes, voire un des piliers du programme d'alimentation en eau potable 2027, notamment en ce qui concerne 2 points. Le premier, il concerne la reconversion en irrigation localisée. Nous avons un objectif d'atteindre 1 million d'hectares irrigués à partir du goutte à goutte à l'horizon 2027. Actuellement, nous sommes à quelque chose comme 750 000. Et nous avons aussi des objectifs pour l'amélioration des rendements et l'efficacité hydrique. Donc il y a des objectifs qui sont fixés d'atteindre 78% pour les réseaux ONI, sachant que certains opérateurs sont déjà à 83%. Je cite notamment le cas de l'Aredal et de la Lidec à Casa, qui sont suffisamment avancés. Mais effectivement, à l'avenir, je pense que ce volet gestion de la demande doit concentrer toute l'énergie des intervenants dans le secteur de l'eau et aussi le volet de sensibilisation pour le changement de comportement. Parce que nous avons développé une manière de faire avec l'eau et je pense qu'il est temps qu'on change ses habitudes. Alors justement, par rapport aux tranches sociales, je reçois toujours ma facture d'eau et j'essaie au maximum d'être sur la première et je cherche à comprendre comment ça se fait que de temps en temps j'y arrive pas. Est-ce que finalement cette tarification sociale, quels que soient les investissements requis pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable, il va pouvoir être maintenu. On a eu le même débat avec l'électricité, qui au passage, on a aussi une double intégration avec l'électricité et l'eau, qui est gérée maintenant aussi par un office. Donc c'est aussi intéressant en termes de synergie. Oui, bon, c'est une question. Vous savez, le discours de Sa Majesté du 14 octobre 2022 était clair au Parlement. Il faut prendre en considération le coût de l'eau sur toute sa chaîne de production. Donc là, c'est une réalité qui est là. Mais aussi, ces 2 tranches, la tranche sociale et la deuxième tranche, sont toujours prises en considération au niveau de la tarification. Dans le cadre de la loi de finances actuelle, il y a même des propositions pour revoir un peu, parce qu'il y a une migration au niveau de la TVA pour passer de 7% à 10%. Et les débats maintenant sont pour sauvegarder sa tranche sociale. C'est tout un comportement que vous encouragez. Tout le monde va essayer de rester dans la tranche 1. Et à ce moment-là, vous avez des économies significatives qui apparaissent. Allez-y, je vous en prie. Alors peut-être pour ajouter rapidement sur cette question de la gestion de la demande, le financier peut aussi jouer un rôle incitatif à travers une offre locale ou qui peut être aussi venue de bailleurs internationaux pour venir offrir des incitations pour des investissements qui vont venir améliorer la consommation en eau. Donc c'est par exemple un produit que nous, à la Bird, nous distribuons dans nos pays. Alors ça peut être
au bénéfice des agriculteurs, mais ça peut être également au bénéfice d'industriels qui peuvent, sur des industries très consommatrices en eau. Et je dois dire qu'au Maroc, ça marche, si je compare avec d'autres pays, ça marche plutôt bien, ce qui montre que voilà, il y a quand même une prise de conscience, notamment au niveau du secteur privé. Et au niveau de l'approvisionnement des fonds, ça vient aussi ou la source a tari rapidement? Ça vient. Nous, on a distribué 400 millions d'euros à travers les banques commerciales marocaines. Merci. Désolé pour la question, mais allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Je m'appelle Mehdi Jebari Hassani. Je suis marocain. Je pense que c'est mieux de parler arabe parce que je suis marocain. Comme il dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبيعة الحال لدي مجموعة من الأسئلة مطروحة كالتالي: كيف يمكن تعزيز توفير المياه في المناطق المعرضة للجفاف؟ ما هي الابتكارات التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتحسين إدارة المياه في المناطق الجافة؟ هل هناك استراتيجيات فعالة لتحسين فهم الناس حول أهمية توفير المياه وكيفية استخدامها بشكل مستدام؟ كيف يمكن تحسين الزراعة وإدارة الموارد المائية للتكييف مع الظروف الجافة؟ ما هي الجهود العالمية المتخذة لمكافحة تأثيرات الجفاف وتوفير مساعدة للمناطق المتضررة؟ هل هناك استراتيجيات فعالة لتحسين فعالية استخدام المياه في المناطق الصناعية والحضارية؟ كيف يمكن تحسين إدارة المياه السطحية وتحسين الأرض؟ كاين سؤال اخرين اخر وحده. بارك الله فيك. شكرا. Des questions, mais 10 questions, ça fait pas mal pour une personne. On va essayer d'en répondre un maximum. Alors, si vous le voulez bien, par rapport à la position souveraine, et oui, allez-y, je vous en prie. Oui. La gouvernance, allez-y. La question est posée en arabe, donc je suppose que c'est moi qui dois répondre. Effectivement, nous avons tenu en le mois de juillet dernier une conférence à Fès dans le cadre des activités du réseau international des organismes de bassin, et nous avons fait de l'axe des innovations et des nouvelles technologies de l'information un axe pour l'amélioration de la gestion de l'eau. Ne serait-ce qu'au niveau le digital. Le digital, on peut faire un effort énorme pour l'économie de l'eau. Imagine que vous avez un smartphone connecté et qui vous envoie au fur et à mesure votre consommation d'eau et d'électricité. Pour vous dire, attention, vous devez faire un petit effort pour rester dans la tranche 1. Comme ça, vous faites des économies. Donc, il y a un effort à faire dans ce sens. الزراعات اللي كتكيف مع هاد الظروف. Vous savez que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, ont suspendu les subventions à des cultures qu'on qualifie comme consommatrices d'eau. Et à partir de cette année, il y a un arrêté qui a été publié pour ne plus subventionner ces cultures. Et là, ce n'est qu'un pas vers l'adaptation des cultures et l'assolement des sols à la problématique de l'eau. Bien sûr, il y a des efforts à l'international qui se font aussi dans ce domaine. Le suivi, pour revenir le Tikarat, le suivi par satellite, par télédétection, pour voir les assolements, les assolements qui sont consommateurs, moins consommateurs d'eau, il a akhiré. Merci. Bien sûr. Il y a le travail aussi de fertilisation avec l'OCP, les cartes. Je vous en prie, allez-y, Marc. Non, vous avez évoqué les pays où il y a beaucoup de sécheresse. Et je pense qu'il faut trouver une solidarité aussi africaine nouvelle. Tout à l'heure, Patrice, tu as évoqué les capacités à aller capter de l'énergie là où il y a des réservoirs d'eau énormes. Mais ici, c'est là où il y a de l'eau au Congo. Regardez, hier, à cette place, il y avait le Premier ministre de Centrafrique qui était là. Il a dit, j'ai 7 mois par an de pluie. Ils ont trop d'eau. Le fleuve Congo, vous êtes en train de récupérer 80%. Il y a de l'eau à plus savoir qu'en faire. Et pour l'éternité, je ne parierai pas, mais pour longtemps. Et si on faisait des aqueducs pour l'emmener au Tchad demain et trouver, en effet, d'où le thème aujourd'hui sur la souveraineté hydrique des États,
Parce que la commercialisation de l'eau n'existe pas aujourd'hui en termes de droit international. Donc j'invite le Maroc, je vous invite à prendre une initiative mondiale pour ouvrir le débat du commerce de l'eau, de façon à en effet pouvoir avoir des échanges et de la solidarité du sud au sud, et d'imaginer comment on le fait. En fait, aujourd'hui, sans le savoir, vous vendez de l'eau à l'Europe. Moi, j'en achète chaque semaine. C'est des oranges. C'est de l'eau transformée. Tous les fruits et légumes n'existent pas sans eau. Donc ça existe en termes de commerce, on va exporter, et vous le faites déjà. Par contre, l'eau, on ne peut pas. Or, une des solutions, ça sera cette solidarité. Alors aujourd'hui, on transporte de l'eau par bateau, ça se fait. Ça se fait en Israël, ça se fait en Égypte, ça se fait dans d'autres pays. Mais je suis persuadé que plus le temps avance, plus l'eau coûtera cher, plus on pourra payer un pipe un jour de 1000 km pour la faire venir de loin. Alors, et cette solidarité, le Maroc peut la provoquer. Alors la commercialisation de l'eau, comment vous voyez la chose? Parce que le problème entre États souverains, c'est toujours celui qui est en amont contrôle l'aval. Donc quand on est dans le commerce, comment ça se passe? Je suis de libre parole, comme tous ceux qui me connaissent le savent. Donc je vais avoir un petit point de désaccord avec toi, Marc. Là-dessus, je suis totalement opposé à la commercialisation de l'eau. Pour moi, la commercialisation de l'eau, c'est-à-dire de la ressource, non pas du service d'ailleurs. C'est différent le service, on paye un service. Mais commercialiser la ressource est pour moi une hérésie absolue. J'ai d'ailleurs écrit des articles sur ce sujet qui ont été publiés aux États-Unis et aussi en France, lorsque j'ai appris qu'en Californie, pour la première fois, il y a maintenant 2 ans et demi, compte tenu de l'état de difficultés énormes de cette région du monde, les grands propriétaires terriens n'ont rien trouvé de mieux, les Américains sont toujours extraordinairement créatifs en la matière financière, de créer des bonds, de créer donc vraiment des instruments financiers cotés. Donc, aux États-Unis, on spécule sur la ressource. Je trouve ça absolument inqualifiable. Ce n'est pas normal. La ressource ne doit pas faire l'objet d'une commercialisation. Elle est ce qu'elle est, mais ensuite, derrière, il y a 50 façons de pouvoir payer un service, parce que ce qu'on paye, c'est un service. On paye de l'infrastructure, on paye des stations de traitement, des produits chimiques pour traiter, du personnel pour vous accueillir dans les agences. C'est ça qu'on paye quand on paye sa facture chez Amendis, à la Rédal ou ailleurs. Mais franchement, faire du commerce de l'eau, moi, c'est quelque chose, vous me verrez, et je continuerai modestement, à ma position, mais en tout cas à écrire et à m'opposer à cette commerce. Je trouve ça absolument anormal. L'eau n'est pas un bien comme un autre, c'est un bien public. C'est un bien vital. Et je viens du secteur privé depuis 1982. J'ai travaillé que dans des grands groupes, donc on ne peut pas m'accuser de défendre une position, j'allais dire, qui soit celle du secteur public. Voilà, alors on a 2 questions au fond. Après, on reviendra à vous. Allez-y. Oui. Une question alors? Une seule question, allez-y. Vous avez la dernière question. Merci. Donc, Yassine Mohsin, cofondateur de la start-up Judur Green Tech, qui opère dans l'hydroponie, soit l'agriculture sous environnement contrôlé, qui est une industrie qui fleurit aux États-Unis, en Europe et ailleurs, et qui permet d'ailleurs une consommation réduite de 80% sur la production. Et ainsi, elle permet aussi de protéger nos légumes, mais aussi une certaine souveraineté alimentaire, vu que ça produit tout au long de l'année sans l'utilisation du climat et donc un impact direct sur le consommateur. Ma question est d'ordre financier. Si les PPP aujourd'hui ont réussi à créer un modèle d'industrie pour le dessalement d'eau, ça veut dire qu'il y a une forte R&D et une industrie et un projet modulable. Pourquoi on ne verrait pas ça en industrie de l'agriculture? Pourquoi demain, le gouvernement ne mobiliserait pas 2-3 projets phares, modèles industriels en termes d'agriculture permettant de répondre à la demande et in fine, peut-être si le gouvernement peut assurer l'achat des légumes pour un prix ou incertain pour ces industries pour se développer. Et une de ces industries serait l'agriculture sous environnement contrôlé qui, je le répète, fleurit aux États-Unis et 40% des laitues et légumes à feuilles qui sont commercialisés à Walmart aux États-Unis sont de source CEA, Controlled Environment Agriculture. Bien sûr, mais Walmart, c'est un privé. Hein. Ceux qui produisent l'hydroponique, c'est des privés. Donc là, on rentre dans une autre configuration dans laquelle, finalement, on serait tenté de pousser le rôle de l'État, de garant d'une ressource
naturelle, donc qui est normalement un droit à la ressource, et est-ce qu'on peut la transposer sur l'alimentaire? En fait, c'est un petit peu la question. Et alors, à travers les modèles de dessalement qu'on fait, par exemple, avec l'agriculture, est-ce qu'on s'approche finalement de ce type de raisonnement? Ben, écoutez, maintenant avec le dessalement et le coût de l'eau, on sera forcément amené à parler valorisation du mètre cube dessalé. Ça veut dire, si on a une culture qui ne va pas rapporter et amortir ce coût du mètre cube payé, systématiquement, on va l'abandonner. Et je sais que nos amis du ministère de l'Agriculture mènent des réflexions dans ce sens. Il vaudrait mieux se rapprocher maintenant. Je pense qu'il y a des pistes dans ce sens à CSN. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à notre panel d'avoir tenu et répondu à des thématiques délicates. Et j'espère qu'avec ça, on aura de quoi débattre des progrès qui sont réalisés tous les jours sur le sujet. Merci encore à vous. La session est close. Je vais vous demander d'applaudir nos panélistes. Merci encore.